Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du journal du e-commerce et comme toujours, comme toutes les semaines, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va Nicolas pour ce nouveau décryptage? Écoute, ça va très bien là. Beaucoup de sujets, beaucoup d'études en ce moment. Donc, Ouais. on a de la matière sur quoi s'appuyer. Donc, avec plaisir pour décrypter ensemble cette nouvelle actualité. Yes, bah merci de ta présence, effectivement, on a de la matière, on a de quoi dire pour ce nouvel épisode. Comme toujours, hein, je vous encourage à vous abonner, notre chaîne YouTube, nos différentes chaînes podcast, on est présent partout, en audio, en vidéo. Et puis abonnez-vous aussi à notre newsletter qui sort toutes les semaines, tous les jeudis, avec toutes les actualités qu'on relaye sur notre site. Le JDE, c'est qu'un condensé d'actualités. Avant qu'on débute avec Nicolas, un grand merci à SendCloud hein, qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. Je vous parlerai un petit peu plus de SendCloud en fin d'émission, en revenant justement sur leurs solutions dans le cadre du dernier kilomètre. Aujourd'hui, Nicolas, hein, ce que je te propose, comme tu le disais, il y a pas mal de choses à dire. On va se centrer sur une étude ECDB, voilà, les tendances et chiffres. On va se poser la question, sera quoi le e-commerce mondial et en Europe en 2026? Donc, on va se baser sur une étude et sur une infographie aussi. Donc, si tu es OK pour toi, on n'a plus qu'à y aller et passer cette revue d'actualité. C'est bon pour toi? Parfait. Donc, première actualité, donc e-commerce mondial 2026, un gros point d'interrogation. À quelles seront les tendances, quels seront les chiffres clés? Voilà, comme je le disais, c'est selon une étude, hein, le rapport Global E-commerce Compass 2026, hein, publié par ECDB. Donc, le e-commerce mondial franchira, tenez-vous bien, 5,31 trillions de dollars. Alors, on vous laisse regarder, ça fait combien de zéros? Je peux juste vous dire que ça fait beaucoup de zéros. Et c'est ce qui est prévu pour 2026. Donc, on prévoit aussi un plus 7,8% en 2026 si les chiffres se confirment. C'était 7,8, c'était en 2025, et en 2026, ce sera 8,6, donc voilà, une autre augmentation. C'est ce qui est prévu dans ce Global E-commerce Compass 2026. Première question pour toi, Nicolas, c'est quoi un petit peu les grands enseignements de cette étude, hein, comme j'aime bien le demander à chaque fois sur une étude, on va dire les trois grands enseignements de cette étude? Oui, étude très complète, hein, on vous invite vraiment à la découvrir en intégralité sur notre site. Il y aura le lien notamment dans la Ouais. description de la vidéo et du podcast. Euh, des enseignements qu'on connaît, mais qui sont confirmés. J'ai l'impression que là, il y a vraiment une certaine consistance dans les tendances qu'on voit ces précédentes années. On l'évoquait dans nos vidéos de tendances et Mm. d'analyse. Le premier facteur, c'est que la Chine et les États-Unis pèsent 64% du marché mondial. Donc, c'est juste énorme. Le marché européen est aussi extrêmement présent. Donc voilà, on voit vraiment trois pôles du e-commerce mondial. Mais Chine, États-Unis, 64% du marché mondial, Mm. notamment avec des plateformes qu'on va voir qui ressortent énormément dans le top 10. Donc voilà, pas de surprise, mais cette grosse confirmation que le marché s'articule autour de ces deux pôles, le pôle américain et le pôle chinois. Autre enseignement, c'est les marketplaces qui Ok. captent près de 70% des ventes en ligne. Ouais, c'est un chiffre Donc, important, hein. exactement, on arrive sur un côté de centralisation de l'ensemble des flux. C'était déjà le cas, mais je pense que là, c'est encore plus prépondérant. Et dans les tendances qui sont projetées, c'est quelque chose qui va perdurer. Les consommateurs, ils veulent pas acheter sur 10 000 plateformes, ils Mm. veulent avoir leur habitude, ils ont leur compte, ils ont leur modalité de paiement, l'interface et les places de marché permettent de mutualiser euh, toute cette expérience et de proposer vraiment des interfaces de qualité. Donc les places de marché restent extrêmement centrales et encore plus fortes que jamais euh, pour, euh, pour ces prochaines années. Mm. Et enfin, autre sujet, le ralentissement de la fast fashion et Ok. l'émergence de l'âge d'antique e-commerce. Donc voilà, on voit qu'il y a un ralentissement sur la mode. Peut-être que voilà, il y avait le côté de la nouveauté, des Mm. prix ultra accessibles et du coup les gens se précipitaient là-dessus. Mais globalement, même tu parlais des chiffres et des stats, on passait plus 7,8, on serait à plus 8,6 en termes de chiffres.
on est quand même sur un chiffre qui commence à se tasser, qui Ouais. arrive à un niveau de plafond. Donc voilà, ça veut dire que ça a continué de se développer, mais comparé à des multiples des précédentes années, Mmh. c'est nettement inférieur. Donc voilà un peu les enseignements clés au niveau macro de cette étude. Ouais, merci pour ces grands enseignements et comme tu le disais, on va vous mettre les liens qui vont bien pour découvrir l'étude entière parce que on pourrait, passer, toute une journée, pour décrypter, cette étude donc voilà, n'hésitez pas, soyez curieux et aller voir cette étude. Tu le disais tout de suite, plus 8,6 hein, c'est ce qui est, annoncé, c'est ce qui est prévu, hein, sur le e-commerce mondial. Pour 2026, voilà, c'est plus que le retail, c'est plus que aussi l'évolution du PIB mondial. Pourquoi justement, cette évolution? On était déjà en évolution sur 2025, hein, 7,8 là, 8,6 qui est projeté. Comment on peut expliquer ce chiffre, même s'il se tasse un petit peu comme tu le disais? C'est une bonne question. Alors moi j'ai une grille de lecture, on parlait de la Chine et des États-Unis et des Europes. Donc en fait le e-commerce mondial, il est quand même tiré par des zones géographiques qui ont des chiffres de croissance un Mmh, peu plus élevés que la moyenne mondiale. De comparer un PIB, oui. le retail, le retail se contracte, donc voilà, en fait, faut voir un peu les référentiels. C'est pas du tout pondéré de la même manière. Et puis après, il y a des facteurs structurels hein, qui sont identifiés dans cette étude par e-commerce database. C'est l'arrivée de nouveaux acheteurs. Donc là, il y a les marchés émergents qui arrivent, donc ça ouvre un nouveau potentiel de Mmh, consommateurs. Donc c'est en ce sens-là que c'est des plateformes, soit asiatiques, occidentales, qui ont un gros potentiel et des grosses capacités d'investissement et qui se déploient sur des nouveaux marchés potentiels. Et donc, c'est là où il peut avoir de la captation de nouveaux utilisateurs. Et aussi, ce qu'on constate, c'est la hausse de la fréquence d'achat. OK. Aujourd'hui, ça devient plus simple d'acheter, d'expédier, de retourner des produits. On l'avait déjà évoqué dans les tendances, ce Mmh, côté un peu émancipation des freins de la logistique. Aujourd'hui, on est vraiment arrivé à une logistique indolore au quotidien. Et donc, c'est ce qui poursuit le développement. Moins de friction, acquisition de nouveaux utilisateurs, fréquence d'achat plus régulière. Et donc, ça va augmenter tout simplement le nombre de transactions. Là où avant, c'était un peu des achats épisodiques, on va dire. Là, aujourd'hui, ça peut être des achats habituels, mmh, que ce soit sur de l'alimentaire ou d'autres types de produits. Donc, le e-commerce s'intègre pleinement dans les habitudes des consommateurs. mmh. Ouais, il y a justement quelques chiffres qui sont, intéressants dans cette étude qui montrent, comme tu le disais, la hausse de la fréquence d'achat. Donc voilà, ça augmente en Europe, en Amérique, en Asie aussi, mais aussi en Afrique où c'est à plus de 15 donc ce qui montre aussi que voilà, on bascule du offline vers le online. Voilà, tout devient de plus en plus accessible, tout devient de plus en plus simple comme tu disais. Même pour, des régions qui, historiquement étaient un petit peu en retard, bah, voilà, ils rattrapent ce retard et c'est ce qui permet aussi d'expliquer ces différents chiffres. Mais tu as bien fait aussi de le mettre en parallèle avec, ta grille de lecture, notamment avec cette comparaison du PIB ou du retail. Bref, voilà un petit peu, Sur, ouais, vas-y. Su- Sur cette accélération que tu évoquais, c'est ce qu'on évoque en Afrique, un saut de grenouille, donc le saut technologique où en Ouais. fait les utilisateurs sont pas forcément passés par la case ordinateur, mais directement smartphone. Mmh, Et donc le M-commerce sur des zones comme l'Afrique ou l'Asie s'est rapidement développé grâce au mobile et donc affiche des stats vraiment conséquentes avec des usages extrêmement différents. Et donc, on voit que les Amériques ou Europe, c'est un petit peu plus mature, on va dire, en termes de croissance, même si ça reste des bons taux de croissance. ouais. Mais comparé à l'Asie et l'Afrique, c'est là où il y a des grosses opportunités pour le développement du e-commerce. Mmh. J'avais, justement une question ensuite justement sur les zones géographiques. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je sais pas si tu as d'autres, éléments là-dessus? Non, c'est complet. C'est OK? Et puis pareil sur les Ouais. marketplaces, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, je voulais qu'on fasse un petit focus dessus, mais tu l'as évoqué dans l'introduction, donc je sais pas si tu as d'autres éléments, je te repose la question. Sinon on avancera. Oui, donc la part, juste pour revenir à la part, parce qu'on a dit que ça avait augmenté quasiment à 70% en 2026, soit d'après les prévisions du rapport. Ouais, Euh, En 2021, il était un peu en dessous de 63%. Donc d'accord, OK.
ça montre en 5 ans gagner pratiquement 10 points Mmh, en termes de chiffre d'affaires mondial. Voilà, aujourd'hui, les places de marché sont incontournables mmh. dans les processus de commercialisation. Donc, on voit cette concentration sur des plateformes qui va continuer de s'exacerber. Mmh. Merci du coup pour cette précision et ce parallèle, comme tu le disais, sur les différentes années. Bon, c'est devenu une habitude, pardon, et habituelle. Toutes les semaines, on parle d'IA, mais l'étude, elle évoque aussi beaucoup l'IA. Je le gardais, pour le dernier point de notre première partie de JDE. Mais voilà, l'IA, qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as des choses à nous mettre en avant à ce sujet-là? Oui, donc l'IA, on l'a à toutes les sauces. L'IA générative ne se limite plus seulement à la recherche d'informations, mais aussi à un intermédiaire transactionnel. Donc ça, on l'avait évoqué également dans nos tendances. Implications sont majeures. Les agents IA peuvent comparer, recommander et à terme acheter. Donc voilà, on est pas seulement dans de l'information, mais on est dans de l'aide à la prise de décision et de la conversion. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et donc, le taux de conversion affiché par ces plateformes serait supérieur au social. OK. Donc, au discovery shopping, voilà, tu peux être sur une appli, découvrir des produits, mais ça va pas forcément te faire de la recommandation comme un agent IA. Donc c'est ça la différence, c'est que tu vas être davantage orienté, accompagné pour ton acte d'achat. Mmh. OK, bah, écoute, merci pour cette première partie, hein, sur le e-commerce mondial 2026. Ce que je te propose, c'est de basculer vers, l'infographie aussi qu'on a relayée sur e-Commerceation. Bien sûr, vous avez l'habitude, on vous met le lien, qui va bien. Pour le top 10 e-commerce Europe, alors justement dans cette étude, e-commerce database, il y a aussi une sorte de panorama, hein, assez précis, des plus gros vendeurs en Europe. Chose importante parce que la Russie est incluse et on va voir que ça bouge, ça fait pas mal bouger ce top 10. Donc voilà, les plus gros vendeurs en Europe sur 2025. Donc ça repose sur le Gross Merchandise Value, donc GMV, c'est-à-dire le volume d'affaires généré sur les plateformes. Première question, Nicolas, si tu peux nous présenter un peu ce top 10 avant qu'on entre dans le détail. Super intéressant, tu l'as évoqué, ces acteurs russes. Mmh, Généralement, quand on voit des classements, on voit pas forcément les acteurs c'est ça, russes ouais. ressortir, peut-être par manque d'information. Donc là, il faudrait regarder plus particulièrement la méthodologie. Pour information, e-commerce ECDB, c'est e-commerce database, et derrière, c'est Statista. Donc, ils ont pas mal de données et de matières. Donc, généralement, c'est assez fiable leur méthodologie. Et donc là, on a des plateformes comme Ozone ou Wildberries qui sortent 2 et troisième, euh, Ils sont russes, hein. devant des plateformes qui sont russes, qui sont devant AliExpress, Mmh. eBay, Temu. Donc voilà, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, oui. On n'a pas, comme tu disais, on n'a C'est pas l'habitude de les voir, donc là, de les voir 2 et 3 sur ce classement, on se dit: «Mais waouh, mais ils existent, ils sont là et ils sont bien là, quoi», devant, comme tu le disais, du eBay, du Temu, du AliExpress, du Apple. Assez surprenant, hein, de les voir là, mais c'est bien aussi de les mettre en perspective et en parallèle des autres qu'on connaît. exactement, exactement. Et je pense que ça vaut le coup de s'attarder un peu sur ces acteurs et sur ce marché-là, même si on sait que la situation de la Russie Bien sûr. est un peu particulière aujourd'hui, mais au moins de regarder ce qui se passe. Donc c'est important. Après, on l'évoquait, hein, Amazon reste un acteur prépondérant sur le marché européen, et les autres acteurs sont plus des acteurs spécialisés. Mmh. Si on parle AliExpress, on retrouve beaucoup de produits, mais euh, peut-être pas mal de mode, pas mal d'accessoires. eBay, pareil, ça reste très niché. Pièces d'automobile, pièces de collection. Temu, pareil, bah, c'est très proche d'AliExpress, Chine, Ouais. fast fashion, Apple, high-tech, Allegro pour la Pologne Mmh. et Zalando pour la mode. Donc voilà, plateforme généraliste. Il y a Amazon qui s'en sort. euh, Vraiment grand gagnant. Après, c'est beaucoup de pure players. Donc encore une fois, je pense qu'il faut
réanalyser la méthodologie, ils sont focalisés là sur les plateformes digitales et pas les acteurs du retail traditionnel. Mais super intéressant de voir le positionnement d'acteurs pure player russes dans ce top 10. Est-ce que justement, comme on parlait d'Amazon tout de suite, donc tu disais bien sûr numéro un, largement, voire très largement devant. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur Amazon avec voilà, les chiffres forts pour comparer avec tous les autres de ce top 10? Voilà le petit focus Amazon, si tu peux nous faire ça. Oui, alors pour Amazon, c'est 231 milliards de dollars en Europe en 2025. Donc, Ozone est estimé là à 39 milliards. Ah ouais, ok. Donc, il y a quand même une grosse Ouais. différence. Et, ouais, je regardais sur les marketplaces qu'on évoquait, c'était 70%. Donc, ça, on l'a évoqué. Mais aujourd'hui, ça devient un réflexe de facilité. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, peut-être dites-nous en commentaire votre rapport à Amazon, si vous utilisez davantage Amazon que les précédentes années. Moi, parmi mes proches, je constate que il y a un réflexe Amazon Mm. parce on sait à quoi s'attendre en termes de service, on sait la livraison, comment elle est efficace, on, on connaît la plateforme et le volume de produits, on est quasiment sûr de trouver énormément de produits sur cette plateforme-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un gage de confiance vis-à-vis de la plateforme que d'autres plateformes n'ont pas et qui est plus rassurant que peut-être certaines plateformes chinoises. Donc, pour moi, ces chiffres, voilà, expliquent cela. Et puis après, Amazon, et c'est tout un écosystème qui est aussi extrêmement présent. Donc, je pense que je parlais de confiance vis-à-vis de la marque. Quand on parle d'Amazon Prime, qui fait des campagnes dans les villes ou autres, l'écosystème technique AWS aussi qui est présent. Bref, on voit que c'est une marque qui est extrêmement connue et digne de confiance, un peu comme Google ce que Google Ouais. dégage vis-à-vis de l'ensemble de ses services. Et là où peut-être les précédentes années, les gens et les Français étaient un peu plus réticents d'interagir avec Amazon, là, la marque, je pense, est, est mieux positionnée dans Mm. l'esprit des gens. Oui, et c'est ce qui fait du coup qu'Amazon premier, et on peut presque additionner toutes les ventes des 9 suivants, ils sont quasiment autant qu'Amazon, alors qu'Amazon est tout seul. Donc voilà, ça vous montre la surdomination d'Amazon. Donc on disait Amazon numéro un, USA, tu parlais d'eBay, 5e USA également, d'Apple 8e USA. On a beaucoup parlé de la Chine sur nos précédents JDE en fonction de diverses thématiques. Même si tu as déjà commencé un petit peu à en parler, si tu peux nous situer ces acteurs chinois, et c'est quoi un petit peu les tendances? Est-ce que ça grimpe? Est-ce que ça descend? C'est quoi les tendances là-dessus? Oui, donc on a trois acteurs chinois dans le classement, AliExpress, Temu, Shein. Euh, donc c'est ce qui témoigne de l'aspect cross-border hein, Mm. euh, du, euh, du marché. Il y a encore beaucoup de transactions entre les pays. Et pour certains pays comme la France ou l'Allemagne, ça dépasse les 50%. Euh, mais le contexte, il change de par la subvention des exports et des petits colis chinois. Donc là, il y avait un ralentissement des trajectoires, comme on l'avait évoqué Ouais, dans notre précédente étude. Euh, il y a eu une hyper-croissance en 2022 et 2025. Et là, on arrive à une phase de ralentissement avec des normes européennes aussi bien qui sûr. sont en train d'être mises en place. Ça, on l'a couvert aussi dans nos actualités sur e-commerce nation. Donc voilà, pression réglementaire accrue, évolution fiscale et Mm. douanière, hausse des coûts logistiques. Et j'aurais envie d'intégrer ce côté aussi bah, classique, quoi. Je pense qu'il y avait un côté nouveauté où les gens ils se disaient ah c'est vraiment pas cher, je vais acheter dessus. Ils font des achats, ils se rendent compte que peut-être la qualité elle est pas au rendez-vous, que que l'expérience proposée était exceptionnelle par rapport au niveau du prix, Mm. mais que une fois cela a passé, bah ça se tasse en fait, ça Ouais, suffit pas pour développer une relation pérenne avec une plateforme.
et les produits. Voilà, donc ralentissement qui est plutôt positif pour rééquilibrer Mmh. un peu ce marché du e-commerce et notamment ralentir la fast fashion. Très bien, merci pour ce focus sur les différents acteurs chinois. Comme on le disait, donc AliExpress quatrième, Temu sixième, Shein septième. Peut-être pour conclure sur cette infographie, ce top 10, ou même plus globalement hein, sur cette étude, c'est quoi le principal, le principal enseignement ou les principaux enseignements qu'on peut ressortir de cette étude? Oui, plusieurs éléments qui sont mis en avant. Concentration extrême autour d'un acteur dominant. Donc Ok, voilà, Amazon Amazon. en Europe, c'est quand même hallucinant. Alors après, à contrebalancer, parce que sur l'Europe, c'est pas mal morcelé Mm, avec des acteurs très différents sur chacun des marchés. Hein. On le voyait sur la Pologne ou l'Allemagne, il y a des acteurs extrêmement différents. Donc ça permet pas d'unifier des acteurs au niveau globaux. Mais voilà, Amazon reste incontournable et donc c'est un levier pour les e-commerçants mm. qui veulent s'internationaliser, incontournable, quoi. Vraiment, s'il y a un sujet, vous êtes e-commerçant, vous souhaitez vous attaquer sur d'autres sujets, je pense que le levier Amazon, si vous avez des produits à forte valeur ajoutée avec une marque bien définie, je pense que ça peut être intéressant pour se distribuer facilement sur une zone européenne. Euh, Deuxième aspect, une forte internationalisation du marché européen. Donc voilà, on l'évoquait, mais ça s'ouvre davantage vers des régions, que ce soit les Amériques ou la Chine, Ouais, et une dépendance croissante au modèle marketplace. ok, Mais ça, c'est mondial, quoi. bien sûr. Ouais, Il y a pas de, il y a pas de surprise. Une marketplace a des gros catalogues, a capacité de mutualiser énormément de frais de développement et donc ça permet de capitaliser sur une très forte croissance au niveau international. Donc voilà, écoute, pas mal d'enseignements intéressants à mettre en perspective des autres études qu'on a ouais. évoquées. Mm, Et voilà, pour finir, l'Europe représente à peu près 17% du e-commerce mondial qui devrait atteindre 5 000 milliards de dollars en 2026. Donc voilà, euh, l'Europe reste un marché incontournable dans le e-commerce mondial. mm. Et donc il y a pas mal de choses à faire et d'opportunités à saisir. Super, bah merci Nicolas pour ce décryptage. On a parlé du e-commerce mondial, des projections, des tendances, des chiffres clés pour 2026. Dites-nous en commentaire hein, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes raccord avec cette étude? Est-ce que, bah, comme Nicolas le disait, c'est quoi aussi votre rapport avec Amazon ou ces acteurs du top 10 qu'on a vu en Europe les plus présents? Il y a deux acteurs européens, mais ils sont neuvième et dixième. Voilà, dites-nous un petit peu vos retours en commentaire de cette vidéo par rapport à l'actualité qu'on vient de traiter avec Nicolas. Bah, écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de parler un petit peu de SoundCloud, hein, qui sponsorise cet épisode. Un sujet important, le dernier kilomètre. Voilà, le problème, qui se pose souvent avec le dernier kilomètre, c'est qu'on dépend que d'un seul transporteur et tout ça, ça augmente forcément hein, pendant les périodes de peak season. Et voilà, ça peut amener des taux élevés d'échecs, de livraison et de l'insatisfaction. Vous connaissez ça par cœur, mais c'est important de le mettre en perspective. Et voilà, ce que propose SendCloud, c'est de facilement pouvoir compter sur une stratégie multi-transporteur. Donc voilà, avec la solution, vous pouvez choisir vous-même les meilleurs transporteurs en fonction aussi de vos propres besoins, de vos propres contraintes, de vos produits, etc. Voilà, SyncCloud, ça vous connecte avec plus de 160 transporteurs. Ça permet de créer des règles de sélection très facilement. Ça permet aussi d'afficher les lockers, les points relais locaux pour les clients et ce fameux dernier kilomètre pour que ce soit facilité. Et ça permet aussi d'analyser, bien sûr, toutes les performances de vos transporteurs et d'affiner votre stratégie en conséquence. Donc, on vous met le lien qui va bien pour découvrir SendCloud si vous ne connaissez pas, approfondir si vous connaissez déjà mais que vous avez besoin de plus de renseignements. Les équipes de SendCloud sont toujours ouverte à la discussion, bien sûr, si vous avez la moindre question. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux dans le cadre de votre business. Ils s'adapteront à vos besoins, à vos contraintes. Nicolas, peut-être avant qu'on se quitte, un message pour SoundCloud, ce partenaire. Oui, un partenaire historique qui nous accompagne dans de nombreux projets depuis maintenant une dizaine d'années. Donc Ouais, c'est un grand plaisir de les avoir à nos côtés avec une solution qui est
fait toujours l'unanimité côté e-commerçant. On a pas mal de membres de notre communauté qui sont clients Ouais. chez la solution. Ça vous permet d'avoir une visibilité vraiment très forte sur les expéditions, sur les coûts, de benchmarker un peu les, les différentes possibilités pour vos expéditions. Donc, je vous invite juste par curiosité à découvrir la plateforme. Et après, l'équipe, oui, nous, on est assez fan et assez proche de l'équipe, l'état d'esprit, vraiment des très belles personnes à chaque fois qui donnent une bonne énergie au e-commerce français et européen, puisque c'est une société basée aux Pays-Bas. Euh, et donc, voilà, on a besoin de belles entreprises et de belles équipes comme ça pour faire rayonner le e-commerce français. Donc, avec plaisir pour collaborer avec eux. Yes, à Eindhoven, je crois, si je ne dis pas de bêtises, aux Pays-Bas. Bah, merci Nicolas pour ce décryptage. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à donner vos retours, hein, notamment sur YouTube en commentaire. Ça me fait plaisir de lire un petit peu vos retours, de voir aussi ce que vous pensez des actualités qu'on a relayées. Vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur nos différentes chaînes podcast, et suivre bien sûr notre édito, donc notre newsletter qui sort toutes les semaines sur e-commerce nation avec toute la veille qu'on fait côté ECN sur notre site. Et puis sinon, bah, Nicolas, on se retrouve au mois de mars pour de nouveaux épisodes. Est-ce que tu seras au rendez-vous? Tu seras prêt? Tu seras, bah, comme toujours, prêt à décrypter, j'imagine. Au taquet, écoute, je vais me tenir informé de tous les futurs sujets et sur e-commerce nation, dans tous les cas, vous avez toutes les actualités à ne pas rater. Yes, merci Nicolas et rendez-vous au mois de mars pour la suite du JDE. Salut.